bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde table ronde e-tourisme de l'après-midi de la mêlée numérique. On accueille aujourd'hui donc Camille Delon qui travaille chez Haute-Garonne Tourisme. Juste à côté d'elle, donc Hubert Faure du domaine de Montjoie, Maxime Lagrèze, Henri Trip et la chaise qui est vide mais qui va être bientôt occupée, eh bien, elle sera pour Daniel Albaré de la SNCF, qui pourtant n'a que très rarement du retard. Mais là, malheureusement, il y a eu un petit tup. Donc voilà, on espère le recevoir très bientôt. L'idée sur cette table ronde, c'est de parler un petit peu de ce qui bouge dans ce tourisme post-Covid. Ça fait maintenant 2-3 éditions qu'on est sur cette thématique-là. Qu'est-ce qui continue d'évoluer ? On a évoqué sur une première table ronde tous les petits travers qu'on peut rencontrer en ce moment entre l'inflation, les changements climatiques, la difficulté de recrutement, la perception qu'on peut avoir du tourisme et notamment par rapport au fait que c'est un secteur qui peut être considéré comme polluant. Bref, tous ces sujets ont été déjà un petit peu évoqués. On va rentrer un peu plus en détail sur certains d'entre eux. Et j'aimerais qu'on commence avec toi, Maxime. Maxime, donc chez Henri Trip, vous travaillez avec les acteurs touristiques, surtout des petits, pour essayer de leur amener davantage de visibilité, notamment en digitalisant le parcours client, leur présentation, en les aidant à être mieux présents, et puis surtout en leur permettant d'intégrer finalement des offres plus conséquentes, des circuits qui peuvent être proposés par des hébergeurs. Je te laisse nous présenter en quelques minutes ton activité et comment ça se présente. Non, bien avant la création de circuits, de guides dans lesquels on les intègre, ça va plus loin et on vient en amont en fait sur la digitalisation du site touristique. En fait, nous, à la base, Henri Trip, on est éditeur de logiciels. Donc, on a créé une solution qui permet de digitaliser très facilement et à moindre coût n'importe quel acteur du secteur du tourisme, que ce soit donc du secteur de la culture ou du loisir. Donc, ça peut être un petit musée, un château, dans l'onotourisme, même des viticulteurs avec qui on travaille et qu'on digitalise. On leur crée les visites digitales. Donc on a créé cette plateforme qui permet de le faire très simplement et à moindre coût. On parle de entre 100 et 200 euros, ça va dépendre de la grosseur du site touristique, par mois pour accéder à cette technologie. Derrière, on a une application de visite en 10 langues. Donc on peut même accueillir des touristes étrangers. Ils ne seront pas mis à l'écart durant les visites. Et ça, c'est hyper important. Moi, le premier, par exemple, quand je suis parti à l'étranger, je ne parlais pas forcément la langue. Il n'y avait pas forcément de guide français pour m'accueillir. J'ai une petite frustration où en fait, la plupart des choses, je ne les ai pas compris. Voilà, et c'est quand même assez dommage. Et nous, voilà, on accompagne les professionnels dans ce secteur-là pour les digitaliser. Le plus gros point aussi pour eux, et là où ils souhaitent mettre de l'argent, c'est sur la visibilité, faire venir du monde et comment se faire connaître. Et donc, en plus de ça, de les digitaliser, de faire des applications de visite, on les intègre dans des guides. C'est-à-dire qu'on propose, nous, ces guides-là à des hébergements, des hôteliers qui nous distribuent, donc qui proposent à leurs clients de faire des circuits un peu sympas, un peu personnalisés, par exemple sur Toulouse. Nous, en plus des incontournables, on va venir chercher cette clientèle pour venir voir en fait, les plus petits acteurs qui ne sont pas forcément visibles sur le numérique. Alors, je me tourne vers Camille du coup parce que je pense que cette stratégie de présenter autre chose que les grands incontournables d'un territoire, c'est ce qu'on recherche un peu aujourd'hui chez Haute-Garonne Tourisme. On l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure avec Jean Micou, le directeur général de Haute-Garonne Tourisme, qui nous expliquait que avec les problématiques qu'on peut connaître de surfréquentation de certains sites, ça fait partie aujourd'hui de la politique de promotion d'essayer d'orienter vers de plus petits sites qui ont aussi des pépites finalement qu'on a envie de faire découvrir à la fois aux habitants mais aussi aux voyageurs, visiteurs qui viennent en Haute-Garonne. On change la façon de communiquer aujourd'hui sur un territoire et de faire sa promotion ? Tout à fait. En fait, le tourisme durable maintenant chez Haute-Garonne Tourisme, mais globalement dans le secteur du tourisme, ça devient la norme. En fait, on ne peut plus faire différemment. Et donc, quand on parle de durabilité, bien entendu, la question de la surfréquentation, elle est centrale. Elle est centrale pourquoi ? Parce que la surfréquentation sur des grands sites mène à la destruction des ressources en fait, qui font ces sites-là sont, on va dire, le cœur de notre métier, en fait, ce qui fait l'attractivité de nos territoires. Donc si on ne traite pas la question de la surfréquentation, on détruit nous-mêmes ce qui fait notre attractivité. Pardon. Donc il y a cette problématique des ressources, mais il y a aussi la problématique sociétale, c'est-à-dire
notamment depuis le Covid, avec une augmentation de la fréquentation sur des sites notamment naturels, tous les sites, les points d'eau, la montagne. On a des conflits d'usage qui s'intensifient. Donc quand je parle de conflits d'usage, c'est notamment entre les visiteurs, les touristes et les habitants des territoires. Alors, c'est parce qu'il y a le nombre qui augmente, donc forcément les territoires sont abondamment fréquentés, et surtout on fait face aussi à des comportements pas forcément toujours appropriés sur les sites, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux usagers sur des territoires de montagne, etc. Et ce sont des gens qui n'ont pas forcément les bons réflexes sur la question du stationnement, sur la question des déchets, etc. Et c'est nous des questions qu'on doit traiter. Et donc du coup, il y a l'expérience visiteur derrière qui en découlera aussi. Un site surfréquenté, c'est une expérience de moins bonne qualité. Donc nous, notre rôle, en plus en tant qu'institution, il est majeur dans la question de la promotion touristique, et notamment par le biais du numérique, mais pas que. Quel site on met en valeur aujourd'hui? Parce qu'on a, nous, ce qu'on appelle nos pépites et nos totems. Donc nos totems, ce sont nos sites exceptionnels, nos sites les plus connus. Et puis on a les pépites, c'est-à-dire tous les sites qui sont moins connus, tout autant de valeur et qui valent le coup d'être connus. Et donc, c'est, on va dire, notre ligne de conduite aujourd'hui, c'est comment on responsabilise notre communication, notre promotion, autant dans les supports que l'on propose que dans les messages que l'on diffuse. Et donc, je pense par exemple à l'exemple d'Instagram. Instagram, ça a un côté très chouette pour les destinations. C'est l'image, c'est parfait pour mettre en valeur nos territoires. Mais à contrario, c'est responsable aussi de la surfréquentation. Et donc pour nous, on en arrive à changer nos fonctionnements et nos lignes éditoriales pour ne plus valoriser les sites surfréquentés. Donc on appelle ça du démarketing, on en est là. Et pour valoriser d'autres sites, des alternatives qui sont tout aussi chouettes et que l'on préfère valoriser. Donc il y a vraiment un nouveau mécanisme à adopter, ne plus valoriser ce qu'on valorisait auparavant, même si ça en vaut le coup, mais voilà. D'accord, merci. Donc c'est quand même un vrai changement de paradigme dans la communication des territoires que de choisir de ne plus communiquer sur les totems, comme vous les appelez, et puis d'avoir une communication plus responsable et peut-être aussi moins importante en nombre, moins de posts, vous disiez, moins de fait. Exactement. On parlait avec Camille Hubert justement de cette responsabilité qu'ont les territoires. On voit aussi que les prestataires eux-mêmes se sont engagés dans ces démarches. Quand on échangeait, vous l'affichez clair et net sur votre site, et au vu et au su à la fois de vos partenaires, mais aussi de vos clients. Vous êtes engagés dans une démarche RSE. On peut rappeler un petit peu en quoi ça consiste et aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte pour vous en tant que manager, pour vos employés, vos salariés et peut-être ceux que vous prospectez, et également pour votre clientèle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une attente par rapport à ces démarches-là et est-ce qu'il y a un véritable apport pour vous? Beaucoup de questions en une seule, je vous laisse déployer et trier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, la RSE, il y a 3 dimensions dans la RSE. Il y a l'environnement, ce qu'on appelle l'écologie en règle générale. Vous avez le social, c'est-à-dire la vie et la qualité de vie au travail et la façon dont on respecte ses salariés. Et 3e dimension, c'est l'implication territoriale. Dans ces 3 dimensions, effectivement, nous travaillons depuis un certain nombre d'années de façon extrêmement importante. Alors l'environnement, c'est facilité par l'environnement du domaine de Montjoie. Donc nous, on est un lieu d'hôtel, on a un lieu de séminaire-réception avec un hôtel et un restaurant dans un parc de 6 hectares. Et donc la première chose sur le respect de l'environnement, c'est que l'on a un traitement différencié du parc avec un respect des espèces, avec un respect de la biodiversité et en se projetant sur l'avenir de façon à essayer de préparer ce parc pour les 100 ans qui viennent, voire plus, puisque nous, aujourd'hui, on a des arbres tricentenaires, donc on bénéficie du travail de personnes qui ont planté des arbres il y a 300 ans. Donc on est un peu dans un environnement où on passe, on est des passants ou des passeurs, et on bénéficie du travail des anciens et on essaie de faire bénéficier de notre travail ceux qui viendront après.
Donc le respect de la nature et de la biodiversité, avec tout un impact sur le traitement des déchets, par exemple, le traitement de l'eau, le traitement différencié des déchets avec séparation entre les déchets, pour la cuisine, séparation entre les déchets carnés et les déchets compostables, puisqu'on a un compost, on a aussi un potager et un verger. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, nature. En ce qui concerne l'implication territoriale, depuis le début que les communautés de communes, donc le SICOVAL, pour nous, on est sur le sud-est toulousain, depuis que les communautés de communes, donc le SICOVAL, ont la responsabilité, on va dire, du tourisme, on a été impliqué dans les premiers groupes de travail, donc il y a à peu près 7 ans, pour voir comment le SICOVAL pouvait gérer le développement touristique sur son territoire. Le SICOVAL, c'est 37 communes, si je ne dis pas de bêtises, le sud-est toulousain. Un des éléments de réflexion est apparu en particulier l'année dernière, en résultat de toutes nos discussions, c'est de changer le nom. SICOVAL, ça ne veut rien dire. SICOVAL, on pourrait être en Bretagne, en Alsace ou n'importe où, ça ne veut rien dire. Par contre, sud-est toulousain, ça cite, au moins ça situe. Et donc, ce sont les territoires du sud-est toulousain qui est le nom qui est aujourd'hui retenu. Et puis, on accompagne un certain nombre d'axes pilotés par le SICOVAL, en particulier sur tout ce qui est restauration et circuits courts, en favorisant les circuits courts et en essayant d'aider, autant que faire se peut, des entreprises naissantes sur le territoire qui seraient dans l'agroalimentaire, par exemple, de façon à les aider à démarrer. Ça, c'est l'implication territoriale qui est forte. Et la troisième dimension qui est extrêmement importante pour nous, c'est l'aspect social, accompagnement de nos salariés. Alors tout le monde pense, et a raison, la première chose, c'est les niveaux de salaire. Dans l'hôtellerie et la restauration, les salaires sont relativement bas. Il n'empêche que nous, on est 5 à 10% au-dessus du SMIC, mais j'ai mis en place ce que j'appelle le salaire minimum à Montjoie, qui était de 11 € brut au 1er janvier 2022. Et compte tenu de l'inflation, il est passé à 12 € brut au 1er janvier 2023, c'est-à-dire plus de 9% d'augmentation pour les plus bas salaires chez nous. Je pense que c'est extrêmement important, mais il est important pour nous de protéger nos salariés, en particulier ceux qui sont les plus démunis face à l'inflation, parce que ce sont les premiers qui sont impactés par l'inflation alimentaire, l'inflation énergétique en particulier, et la hausse du coût des transports. Deuxième élément, on a mis en place une politique d'intéressement depuis 2022 qui, en fonction des résultats de l'entreprise, on distribue au prorata de ces résultats une partie sur les salariés, puisque si on obtient des résultats, c'est grâce à la qualité de leur travail et à leur implication au quotidien. Et dernier point que je veux citer, parce qu'on en met beaucoup en place, c'est que même si l'entreprise aujourd'hui fonctionne bien à une certaine taille, je ne peux pas promettre à chacun de mes salariés d'avoir une évolution de carrière à l'intérieur de l'entreprise. On est 35 salariés, ce qui est très bien, mais je ne peux pas avoir une promotion pour chaque salarié qui a de la capacité. Et donc depuis 3 ans, chaque fois que j'ai un salarié qui a un projet professionnel, je l'accompagne dans son projet professionnel, je discute avec lui sur les formations qu'il veut faire, je l'accompagne à l'extérieur de l'entreprise. S'il doit trouver des investissements, je l'aide et je le coach pour la discussion avec ses banques, de façon à ce qu'il puisse se réaliser, parce que c'est ma responsabilité aussi d'accompagner le développement de chacun des salariés. Et donc, je suis très, très heureux quand on arrive à avoir ce résultat-là. Et tout le monde bénéficie de là parce que nous, ça nous fait du bonheur au quotidien. Ça aide chacun à son développement. Et après, pas simplement nos clients parlent en bien de Domaine de Montjoie, mais aussi les salariés sont là pour expliquer tout le plus que l'on peut apporter par rapport à d'autres. Et juste pour terminer là-dessus, les difficultés d'embauche que l'on peut rencontrer aujourd'hui, on arrive à en résoudre une partie parce que ce sont des salariés, d'anciens salariés, qui nous recommandent des personnes et qui nous permettent d'avoir ces contacts-là qui nous permettent ensuite de les embaucher. On reviendra sur ce sujet des salariés, mais d'un mot peut-être, Hubert, par rapport à votre clientèle. Est-ce qu'il y a une attente qui est exprimée? Est-ce qu'il y a un plus grâce à cette démarche que vous menez et que vous exposez aujourd'hui sur vos supports de communication? Alors moi, je ne serais pas aussi affirmatif que cela. Donc on est labellisé Clé Verte depuis 3 ans maintenant. Je vois l'impact vers mes salariés. Cet investissement que l'on fait, cette préoccupation de protection de l'environnement, je sais que c'est extrêmement bien partagé. Au niveau de nos clients, pas nécessairement parce qu'ils ne l'expriment pas obligatoirement. Par contre, il est clair qu'il y a des entreprises, et elles sont encore peu nombreuses, mais c'est un trend qui va accélérer avec le temps. Il y a des entreprises, pour les séminaires en particulier, qui ne vont aller dans des lieux
qui sont protecteurs de l'environnement, donc qui sont labellisés Clé verte ou d'autres labels. Et ça, c'est un critère de choix qui n'est pas encore très marquant sur ce marché-là, mais qui va le devenir parce que de plus en plus d'entreprises qui ont une vraie politique RSE en interne disent aussi, pour nos achats, il faut que nos fournisseurs soient aussi vertueux dans cette démarche-là. Très bien, merci Hubert pour ce témoignage et on en profite pour accueillir Daniel qui nous a rejoint. D'aucuns ont ironisé sur votre retard lié à votre employeur. C'était un petit peu facile, vous nous en excuserez. Daniel, dans le titre, on parle de cure de jouvence pour le tourisme en Occitanie. Avec les TER en Occitanie, vous êtes assez bien placé pour nous en parler, puisque quand on a échangé par téléphone, vous exprimiez donc cette hausse assez incroyable du nombre de jeunes qui aujourd'hui utilisent le train en Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et présenter un petit peu le contexte général, hein? Tout à fait, bonjour à tout le monde. Donc, alors, je m'excuse, je suis en retard, mais honnêtement, dans l'invitation, il a marqué 15h45 le début de la conf. Donc moi, je suis arrivé à 30 pour avoir un petit quart d'heure. Voilà, je ferme la parenthèse. Cure de jouvence. Alors, en Occitanie, une particularité, on parle beaucoup de TER, mais en réalité, c'est lié au train, puisque c'est la marque régionale qui est portée par la région Occitanie. Et la jouvence, j'allais dire, aujourd'hui, c'est d'actualité. Si vous écoutez un petit peu le débat sur les jeunes, puisque vous avez le gros débat actuellement national, c'est de dire, oui, il faut faire le billet unique et puis il faut s'intéresser aux jeunes. Moi, j'ai envie de dire que la région Occitanie ici a commencé à y réfléchir et à agir dès 2020. Alors c'est intéressant parce que du coup on a un bilan. Donc on est très précurseur là-dessus, on travaille en étroite collaboration avec toutes les équipes de la région. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais alors 2020, vous imaginez, on sort du Covid, on est au fond du trou. Alors on est au fond du trou. Qui est au fond du trou? Évidemment le citoyen, mais aussi tous les acteurs du tourisme. Il faut bien voir aussi tout ça. Et une des particularités de nos activités, c'est que on est le premier ou le dernier kilomètre qui amène soit une pépite, soit un totem. Donc ça, c'est un autre sujet. Et du coup, on s'est dit, de toute façon, vu qu'on est au fond du trou, quels sont aujourd'hui les citoyens, qui ont le plus morflé, entre guillemets, durant la crise? C'était les jeunes à l'époque. Et deux, qu'est-ce qu'on peut tenter? Et ce qu'on tente, c'est, si on regarde un peu qu'est-ce qui marche aujourd'hui, qu'est-ce qui marchait en 2020? C'était Blablacar. Et c'est quoi les deux recettes de succès de Blablacar? C'est une facilité d'accès immédiate, c'est facile. Voilà, au dernier moment, vous achetez, c'est fini. Et deux, c'est pas cher. Et l'objectif que nous fixe la région, c'est de dire, il faut faire mieux que Blablacar. Alors mieux que Blablacar, c'est aussi simple, parce que mieux, c'était déjà très bien ce qu'ils font. Et par ailleurs, c'était moins cher. Et c'est là qu'on démarre avec le 1 € des jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on est en 2020, 1er juillet, 31 août. C'est là où tous les jeunes de l'été peuvent circuler avec du 1 €. Et ce qui est intéressant, donc il y a eu ça. Épisode numéro 2, il y a eu, avant, il fallait acheter une carte pour avoir droit à 50% de réduction. Hop, on enlève la carte. Donc ça, c'était à la rentrée 2021. Et puis, il y a eu Plus égale 0, qui a été lancé, donc la gratuité à l'usage, qui a été lancée au mois de septembre de 2021. Et ce qui est intéressant de tout ça, c'est de se dire, mais et alors, qu'est-ce que ça donne? Le chiffre, il est assez clair. Si on se met en année 2019, on est sur l'été 2019, l'ordre de grandeur des jeunes, c'est 110 000. Cet été, c'est quasiment plus de 10 fois plus de jeunes transportés, puisque c'est 1 300 000 jeunes qu'on a eu dans nos trains. Et du coup, ça pose la question qu'on peut avoir du débat, de se dire, voilà, alors oui, on peut débattre, on en reparlera d'ailleurs, de se dire, c'est quoi un site en surpopulation touristique? Est-ce qu'on peut contrôler la surpopulation touristique? C'est une vraie question de fond. Et nous, notre rôle, il est de se dire, est-ce que déjà, par rapport au bilan carbone, on peut dire, mais... alors, nous, ce n'est pas de notre ressort. Il y a des gens qui font ça mieux que nous, sur réguler les accès sur des sites. Par contre, c'est de dire, je peux y aller autrement. Et là aussi, je finirai là-dessus. Il y a un gros travail qu'on a fait avec le CRTL, le Conseil régional du tourisme, parce que tout à l'heure, on parlait de pépites et de totems. C'est intéressant parce que le problème d'une pépite, ça peut vite devenir un totem. Et le pire, c'est qu'on est tous acteurs de faire devenir la pépite de totem. Pourquoi? Parce qu'on parle de digital ici, c'est les réseaux sociaux, et on y va, regardez, la plage, c'est génial. Une année, vous êtes seul. 10 ans après, il y a 4 000 ou 10 000 personnes sur la plage. On se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième, c'est de se dire, à quand bien même je ne peux pas assigner les gens en résidence, et je crois qu'on est tous responsables de là où on veut aller, c'est la façon dont on va y aller. Nous, notre rôle, c'est de faire changer les habitudes de mobilité. On a su le faire pour les jeunes. Pourquoi? Parce que quand on fait un bilan carbone d'une mobilité en train par rapport à une mobilité en voiture, déjà, c'est un bénéfice net pour la planète. Donc, gros succès en l'espace de 3 ans. Des chiffres qui, en termes de comparaison nationale, font de la région Occitanie aujourd'hui un des leaders du train. Il n'y a pas photo. Et encore une fois, ce n'est pas dû au hasard. C'est une vraie politique régionale qui est menée depuis maintenant 3 ans. Si je prends les chiffres que de l'été, on va prendre même tous voyageurs confondus. Alors, les jeunes sont très nombreux dans nos trains. En Occitanie, on avait fait déjà un super été 2022. On fait 24% de plus de trafic supplémentaire dans les trains en 2023, juillet-août. La moyenne nationale est à 12. Voilà.
Et comme la moyenne nationale, on a un prix du carburant élevé, on a eu tous les éléments de contexte qui contribuent à l'accélération. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, à un coût du carburant à 2 €, forcément ça accélère. Mais là où tout le monde accélère à 12, nous en Occitanie, on accélère à 24. Très bien. Merci donc pour ces éléments clairs, chiffrés. Camille, on le disait, chez Haute-Garonne Tourisme, Hubert nous parlait de RSE. Chez vous, on parle de RSO, O pour organisation, mais un engagement tout aussi fort, une volonté d'exemplarité et des travaux qui sont menés aussi avec des acteurs emblématiques comme la SNCF, justement, pour essayer de décarboner au maximum cet accès aux pépites ou aux totems, mais en tout cas faire en sorte que le voyage soit plus vertueux. Oui, tout à fait. Donc, dans notre structure, on a engagé une politique RSO depuis 2019, donc avant le Covid. Évidemment, le Covid a accéléré les choses. Mais pour nous, c'était déjà engager une réflexion sur notre fonctionnement interne. Donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y avait la question de responsabiliser notre action, notre fonctionnement, donc dans les déplacements professionnels. Donc, nous, par exemple, on ne prend plus que le train pour nous déplacer en France, pour aller faire des opérations, des salons, etc. On ne prend que le train en France. On limite au maximum nos déplacements en voiture, même dans le département. Et puis après, on a décliné cet engagement-là dans toute la sphère de nos activités internes, donc dans tous nos métiers, dans notre fonctionnement au quotidien, pour réduire au maximum notre impact. Donc on a fait un plan sur 5 ans de réduction de l'impact. On envisage également d'évaluer notre empreinte carbone dans l'année qui vient. Pour essayer de quantifier là où on est le plus impactant. Mais au-delà, on va dire, de notre action interne, le plus gros engagement que l'on a pris en 2019, c'était d'accompagner la filière, tous les acteurs touristiques de notre département dans la transition écologique. C'est notre ADN d'institutionnel du tourisme d'accompagner les acteurs du tourisme. Mais là, voilà, on changeait d'objectif, on changeait de mission. On a toujours beaucoup accompagné les labels, depuis toujours. On a soutenu les labels d'hébergement, Gîtes de France, Tablé Auberge de France, etc. Aussi des labels en lien avec le tourisme social, le label Tourisme Handicap par exemple. Mais là, il fallait qu'on accélère sur la question de la transition écologique. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment besoin d'impulser le changement, que pas mal d'acteurs, donc les acteurs de l'hébergement, de la restauration, du loisir, pas mal étaient conscients, mais pas forcément assez convaincus ou n'avaient pas forcément les moyens d'engager le changement. Et donc, on dit souvent, nous, qu'on se donne le rôle de facilitateur pour les acteurs, c'est-à-dire comment on leur donne les moyens d'arriver plus vite et mieux aux résultats que l'on cherche. Donc ça passe par plusieurs choses. On met en place de nouveaux dispositifs d'accompagnement, donc que ce soit sur le plan technique ou financier. Donc on est partenaire de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. On est partenaire du label Clé Verte. On est devenu aussi organisme de formation en 2020 pour pouvoir proposer des formations sur le numérique responsable, sur les éco-gestes, sur tous les champs d'application de la RSO et du tourisme durable à nos acteurs, avec toujours des petits tarifs pour faciliter l'engagement. Et puis, ce qui est important au-delà de cet accompagnement-là qu'on mène, c'est de trouver les bons partenariats, les bons partenaires, en fait, parce qu'on n'a pas la compétence pour tout, nous. Donc, que ce soit avec la Chambre de commerce, que ce soit avec la SNCF, on a des sujets à traiter ensemble. Quand M. Aubaret parlait de la mobilité, pour nous, c'est un sujet presque numéro 1. La question de la mobilité décarbonée. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'itinérance douce, l'itinérance à vélo avec le développement des grands itinéraires de cyclables et pédestres. C'est le voyage en train. Nous, toutes les dernières opérations que l'on a menées, on met en place des programmes de randonnée, etc. Toutes les randonnées sont faites au départ d'une gare. Pour nous, c'est le critère numéro 1. Quand on veut préparer un événement, c'est est-ce qu'il est accessible en train. Et donc, effectivement, il y a un travail qui se fait avec ces acteurs qui sont sur le terrain.
Voilà, et juste pour marquer cet engagement-là de Haute-Garonne Tourisme, en 2023, on a été le premier CDT à être labellisé engagé RSE par l'AFNOR. Voilà. Mais félicitations Camille, on vous applaudit très fort. Oui, on peut. Hubert, vous avez commencé un petit peu de répondre tout à l'heure à la question que je vais vous poser, mais cette démarche que vous menez, la démarche RSE, on revient dessus, elle vous aide aujourd'hui à mieux recruter, à mieux fidéliser dans un contexte que l'on sait, on l'évoquait à la table ronde 14h, où vous recrutez dans le secteur du tourisme et notamment hôtellerie-restauration. C'est un petit peu complexe en ce moment, même si on paye un petit peu mieux que les concurrents, même si on offre une expérience qui est peut-être un peu plus sympathique que dans d'autres endroits. Est-ce qu'il y a un avantage concurrentiel grâce à ça ? Je n'irai pas jusqu'à considérer que ce soit un avantage concurrentiel. Ceci étant, on a une difficulté dans notre recrutement, c'est que on n'est pas en centre-ville, c'est-à-dire qu'on n'est pas distribué par le métro ou un réseau de bus important et permanent. Donc on est un peu excentré puisqu'on est allant sur les coteaux de Ramonville à la sortie de Pouvourville. Ce n'est pas le lieu le plus desservi du Grand Toulouse. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas des éléments de choix pour quelqu'un qui va nous rejoindre. Par contre, c'est très probablement un élément important dans la qualité de vie au travail et dans l'envie de continuer. Donc, c'est plus dans la fidélisation que ça va avoir un effet positif, beaucoup plus que dans la démarche de venir nous rejoindre. Ouais. Quand on parle de cœur de jouvence, l'attractivité par rapport, donc ce que vous évoquiez, la difficulté peut-être à venir travailler au quotidien chez vous, est-ce que vous avez aujourd'hui, comme beaucoup de professionnels du tourisme, du mal à trouver de nouveaux collaborateurs, à les conserver, et est-ce qu'il y a un effet Covid générationnel, tout ce qu'on entend un petit peu dans la presse finalement qu'on lit, est-ce que vous le confirmez, l'infirmez, est-ce que ça dépend du type de prestation ? Non, on rencontre vraiment, comme tous les acteurs du tourisme, l'hôtellerie et de la restauration, des grandes difficultés à recruter, à pérenniser les nouveaux arrivants, ceux qui sont chez nous depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'en ai qui me disent, mais de toute façon, moi je suis là jusqu'à la retraite, je me plais tellement à travailler à Montjoie que je ne voudrais pas aller ailleurs. Donc ceux qui sont un peu plus anciens, on n'a aucun souci, heureusement. Mais c'est rentrer dans un métier, et les métiers de l'hôtellerie-restauration sont des métiers difficiles au sens où il faut être extrêmement actif. C'est très flexible au sens où les choses sont variables d'un jour à l'autre. Alors on va dire, ça paraît être la même chose. La réalité, c'était toujours différent parce qu'on est avec des clients différents ou autres. On n'est pas du tout dans la banalisation de l'acte. On est avec une relation clientèle qui est importante, avec une vitesse d'exécution qui doit être forte et un renouvellement permanent. Et par rapport à ceux qui aimeraient, entre guillemets, du calme, pas beaucoup bouger et être assis dans un bureau et surtout pas faire grand-chose avec des horaires fixes, c'est clair que ceux qui sont plutôt orientés comme ça, il ne faut surtout pas qu'ils viennent dans l'hôtellerie, la restauration, la communication. Ces métiers-là, c'est flexibilité totale, parce que tout peut arriver. J'ai un client qui arrive au dernier moment, bien entendu, on va le servir. On va le servir. Il a fait l'effort et la démarche de venir chez nous. Il s'agit de l'accueillir et de l'accueillir aussi bien que celui qui avait réservé. Donc cette démarche-là est très importante et c'est plus des profils que l'on doit rechercher que des compétences. Les compétences, on l'apprend aux gens qui arrivent et ils progressent rapidement. Ces profils-là sont plus difficiles à trouver aujourd'hui. En tous les cas, le secteur est très pénalisé par l'aspect Covid et pendant les 2 ans d'accompagnement qui ont été absolument nécessaires. Et il ne s'agit pas du tout de critiquer. Au contraire, l'accompagnement qui a été mis en place par l'État, moi, ça m'a permis d'avoir des salariés qui ont réussi à vivre ou survivre pendant les périodes de Covid et qui ensuite étaient très heureux de revenir travailler. Donc le chômage partiel a été extrêmement bénéfique pour tous et il ne faut pas le regretter. Mais la difficulté qu'on a peut-être avec certaines populations jeunes, et ça on peut le comprendre, on a tous été un peu plus jeunes et donc on voulait bouger, etc., visiter le monde, c'est de se mettre dans un système un peu plus de zapping,
Or, dans l'entreprise, on a besoin d'avoir une visibilité au moins d'1 an ou 2 ans. Quand on embauche quelqu'un, on aimerait bien qu'il reste 1 an ou 2 ans parce qu'on a besoin d'arriver à un niveau de qualité de la prestation, une compréhension de notre mode de fonctionnement et que tout le monde, globalement, s'y retrouve. Si on est obligé de chercher en permanence du personnel, c'est très difficile d'avoir un niveau de performance de qualité. Pourquoi ? Parce que la qualité dans nos métiers, c'est collectif. Si je prends uniquement la restauration, il faut que ça se passe bien dans la cuisine, il faut que ça se passe bien au service, jusqu'à l'assiette qui est amenée sur la table. Si ça se passe mal à un endroit, ça se ressent, le client le ressent, soit dans la qualité de l'assiette, soit la façon dont le verre est servi, soit dans l'ambiance générale. Et donc, il faut que l'ensemble soit dans un bon mood. Ça nécessite beaucoup de travail. Merci Hubert. Je reviens vers vous, Daniel. On a beaucoup parlé de décarboner ce secteur du tourisme et Camille le rappelait, vous êtes un des acteurs majeurs de cette décarbonation. On le rappelle, selon l'ADEME, à peu près 3/4 des émissions de GES qui sont liées au transport, et notamment l'avion, la voiture et tous les moyens de déplacement qui sont un peu moins vertueux que ne peut l'être le train. Comment aujourd'hui vous travaillez pour inciter encore davantage les gens à utiliser le train ? On évoquait, alors Camille l'a évoqué directement, aujourd'hui on propose des offres qui sont accessibles via une gare. Vous avez évoqué aussi vos travaux avec le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour aller encore conquérir de nouvelles clientèles ? À cette question, j'aurais envie de reprendre une première chose. Moi, je suis choqué qu'il y ait un paquebot de 10 000 personnes là, qui viennent d'être lancé au moment où on a un débat sur le surtourisme, le bilan carbone. Voilà, je ferme la parenthèse parce qu'il y a quand même des choses bizarres à l'heure où on se parle. Et voilà, je ne sais pas si vous avez vu à quoi ils ressemblent, mais personnellement, je suis assez choqué. Une fois que j'ai dit ça, je ferme la parenthèse. Évidemment que nous, vieille dame SNCF, on a plein de choses à faire, il faut se réinventer. Et pour y arriver, c'est des choses qu'on ne peut plus faire tout seul. Voilà. Ce qui est intéressant, je prends l'exemple que prenez, qu'est-ce qu'on garde d'un repas, le moindre truc, et qu'est-ce qu'on garde d'un séjour. Il ne faut pas oublier que la première chose que vous vivez en expérience touristique, c'est la mobilité à l'aller. Encore celle-ci, elle peut se gommer si votre séjour se passe bien, mais il ne faut pas oublier que quand vous allez partir, le dernier truc qui va vous rester, c'est la mobilité. Et moi, j'ai travaillé pour le Club Med dans une ancienne vie, et ils y étaient particulièrement sensibles parce que le retour pouvait gâcher tout le séjour. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a beaucoup d'enjeux par rapport à ça, beaucoup d'humilité, et surtout savoir être particulièrement innovant. Alors déjà, ce qui est important, c'est aussi de comprendre en quoi la mobilité est un vecteur aussi qui vient drainer du flux économique dans une entreprise. Alors c'est intéressant de voir, je vous ai parlé du 1 euro tout à l'heure, il y a les week-ends à 1 euro, parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a eu les week-ends à 1 euro qui ont été faits pour tout le monde. Et évidemment, on fait un bilan sur d'abord qui utilise ces gens-là, et on a tous les mois, on demande aux nouveaux voyageurs qui utilisent ça ce qu'il en est. Il y a 53% des gens qui n'utilisaient pas l'IO train avant d'avoir pris le 1 euro. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a, première chose à faire, innover, c'est faire essayer les choses, changer les idées reçues. Tout à l'heure, à juste titre, un petit clin d'œil sur les retards de la SNCF. C'est une idée reçue. C'est vrai qu'on a des trains qui arrivent en retard, mais on lutte pour ça. Mais voilà, typiquement, c'est aussi OK. On va faire essayer pour faire changer les idées reçues. Donc 53%. Sur ces 53%, il y en a 35% qui reviennent. Donc du coup, les trains ne sont pas toujours en retard et il y a quand même un service aussi qui peut être intéressant. Deuxième élément, c'est OK, vous avez payé 2 euros l'aller-retour. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec l'économie que vous allez faire ? Et on estime à peu près à 30 euros l'économie faite en moyenne par foyer lorsqu'il se déplace. Et ces 30 euros sont réinjectés là où on va. Et du coup, si on fait la somme de l'ensemble des transferts qu'il y a eu, c'est à peu près 20 millions d'euros qui sont réinvestis localement. Alors ça, c'est important parce que c'est l'hôtelier, c'est le restaurateur, c'est l'artisan. Voilà, donc c'est vraiment local et c'est en quoi aussi on doit contribuer. Alors après, j'allais dire, toutes les idées sont bonnes à venir et là, j'allais dire, il faut qu'on soit hyper innovant. Alors on l'a fait avec Railtour, on a créé un pass à 10 euros la journée pour pouvoir voyager avec une destination. Là, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Bon, il n'y a plus de matchs à Toulouse, mais pour tous les matchs qui étaient en Occitanie, pour 10 euros, vous pouvez aller voir le match de rugby. Donc c'est innové aussi sur des offres tarifaires. Et puis, il y a aussi un produit particulièrement intéressant. Ski Rail aujourd'hui, on le fait donc dans toutes les stations de ski. C'est plus de 22 000 forfaits qui sont de la vente combinée. Pour le coup, c'est du train plus du ski. C'est quand même on est quand même le seul train en France où votre forfait, on vous le donne dans le train. Et c'est le cas. Donc voilà, donc c'est ça aussi l'innovation. Et je pense que là-dessus, moi ce que je retiens, c'est qu'on a la chance d'être la première destination de France.
qui plus est toute l'année. Alors, de constat, hein, je pense qu'il faut qu'on travaille toute l'année et pas que juillet-août. Ça, c'est un vrai sujet parce que l'attractivité, regardez le temps qu'il fait aujourd'hui à Toulouse. Hein, et je pense qu'on doit travailler là-dessus. Et puis surtout, avec tous les partenaires, voilà, essayer d'innover. Alors, c'est pas évident. Hein, comment faire des nuitées, sachant que comment on peut anticiper. Et là-dessus, on est vraiment très ouvert. On le fait avec le Conseil régional du tourisme. On peut le faire avec tous les acteurs. On a pas mal de partenariats aussi ou avec beaucoup d'acteurs locaux. C'est-à-dire, vous êtes loueur, par exemple, de vélo à un endroit, bah, vous allez dire, OK, moi je vais monter un partenariat avec vous, comment je fais? Bah, c'est très simple, ils nous appellent, on fait un contrat, tout simple, et c'est de dire, bah, voilà, sur présentation d'un billet LIO qui va se présenter à votre service de location de vélo, vous allez faire 10% de remise ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a montées, on a plus de 100 partenaires aujourd'hui en Occitanie, et à l'image hein, qu'on a de la SNCF, des fois, qui est, oh là là, c'est compliqué, on va avoir du mal à travailler avec eux, bah, ce que nous, on doit renvoyer, c'est cette agilité, et au service tous du collectif, hein, à la fois du collectif économique de ce territoire, parce que ça fait vivre quand même beaucoup d'acteurs, mais également en se disant, voilà, on a un rôle essentiel à jouer, parce qu'on a la chance d'avoir un mode de mobilité, d'abord qui est de masse, hein, qui a de gros volumes, et qui par ailleurs est beaucoup plus propre qu'un véhicule. Merci beaucoup Daniel, encore une fois, pour tous ces chiffres hein, qui nous éclairent quand même sur le rôle que peut jouer le train effectivement dans nos déplacements. Il nous reste un peu de temps. J'aimerais peut-être avec Maxime qu'on revienne alors sur un tout autre sujet, mais vous me l'avez évoqué au téléphone. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. C'est évidemment un sujet qui sera très développé durant toute cette semaine sur la mêlée numérique, mais on commence à beaucoup y réfléchir aussi hein, dans le domaine du tourisme, et notamment avec les nouvelles arrivées de l'IA générative. Hein, on a beaucoup parlé cette dernière année de ChatGPT. Comment aujourd'hui chez Henry Trip vous commencez de l'utiliser ou commencez à y réfléchir? Je sais, Hubert aussi m'en a parlé au téléphone, qu'il était en plein questionnement, réflexion sur qu'est-ce que demain ça peut m'apporter. Ouais. Quelques éléments de réponse avec toi peut-être. Alors, ChatGPT, nous ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. Donc même avant que ChatGPT sorte son fameux chatbot, on travaillait déjà dessus, on avait recruté un docteur en IA. Qui était là en fait pour proposer des guides sur mesure en fonction des choix des gens, de ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment visiter, etc. De proposer des guides vraiment personnalisés. Donc une meilleure personnalisation de l'offre. Exactement. Et on a profité justement de cet engouement de ChatGPT pour l'essayer. On a intégré certaines choses de ChatGPT chez nous, donc ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est pas que du mauvais. Et derrière, on l'a réutilisé aussi, on l'a mis à contribution des pros avec qui on travaille, c'est-à-dire que toute la partie traduction et création même vocale, on le fait avec. On le fait avec ça nous fait gagner énormément de temps et on a réduit les coûts, mais c'est exceptionnel et ça nous permet d'aller très très vite. Donc ChatGPT, mais oui, l'intelligence artificielle, c'est dans tous les domaines. C'est vraiment, ça peut être du text to speech, ça peut être donc de la traduction, ça peut être de la génération même de vidéos, d'images, etc., de créer du contexte. On fait même des quiz sur l'app. Tout ça, en fait, on le génère grâce à ChatGPT ou d'autres outils qu'on a développés en interne. Mais derrière, mis tout ça bout à bout, on arrive à avoir une brique techno qui permet d'aller très très vite et de proposer quelque chose de très plaisant pour le client final, le touriste. Oui, donc beaucoup de choses, notamment dans la production de contenu. Oui. Je sais qu'on l'évoque beaucoup aussi dans la réponse aux avis clients pour essayer d'être un petit peu homogène dans ce qu'on fait et éviter de répondre avec un petit peu trop d'envie quand l'avis est un peu trop prononcé et de mauvaise foi. Daniel, j'imagine, c'est moins de votre ressort peut-être dans la direction régionale, mais au niveau national, c'est évidemment des sujets sur lesquels la SNCF doit beaucoup travailler. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des expérimentations qui arrivent chez vous et qui peuvent permettre de personnaliser, comme on le disait là avec Maxime, ou c'est encore pour demain? Non. Alors là-dessus, je pense qu'il ne faut pas faire de procès à ChatGPT. Alors il y a toujours des risques hein, à l'innovation, mais bon, dans toute innovation. Et je pense que la vertu de ce genre d'évolution technologique, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Dire que oui, ça va remplacer des métiers, évidemment, comme le métier du train à vapeur a remplacé par rapport au train électrique, c'est tout le temps, mais ça crée aussi de la valeur. Et si moi j'y vois une application immédiate, aujourd'hui, ce que nous reprochent à juste titre certains voyageurs, c'est oui, vous n'êtes pas proactif sur l'information,
l'information sur certains éléments, c'est beaucoup trop lent pour répondre. Donc en gros, chaque fois, je me dis, faut toujours regarder le digital en disant quelle est la création de valeur vis-à-vis du citoyen que ça peut créer. Et du coup, dans quelle mesure ce que crée l'intelligence artificielle répond à ce besoin-là en étant contrôlé. Et aujourd'hui, nous, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement sur tous les sujets de perturbation. Je prends un exemple très concret. Voilà, demain, il y a un mouvement national de grève à la SNCF, ça arrive régulièrement. Typiquement, ce que veulent les voyageurs aujourd'hui à 17h, c'est dire qu'est-ce qui se passe demain. Voilà. Et là, j'allais dire, c'est un besoin basique. C'est légitime que les gens veuillent avoir des choses justes. Et c'est là où on se dit, plutôt que d'aller des fois se prendre la tête à monter des organisations complexes, l'intelligence artificielle peut y répondre. Voilà. Donc on est aujourd'hui sur vraiment ces sujets-là. Et tous les sujets vraiment importants, aujourd'hui, on a des cailloux dans la chaussure. C'est tout ce qui est l'information voyageur, la situation perturbée. Et tout le monde nous dit oui, on a tous vécu, y compris moi le premier, une expérience où c'est la double peine. On a un retard de train, une suppression. Et en plus, on n'a pas l'impression que derrière, l'information a été bien gérée. Et nous, ce qu'on regarde de très près, c'est comment ces outils-là peuvent nous permettre d'être plus performants. Pourquoi ? Parce que l'information, on l'a. La question, c'est comment on la diffuse de façon beaucoup plus efficace. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment typiquement un cas d'application aujourd'hui sur lequel nous sommes. Merci. Il nous reste 5 minutes, donc ce que je vous propose, c'est de conclure peut-être d'un mot, 1 minute chacun, quelque chose qu'on n'a pas encore eu le temps de partager avec les gens qui nous ont fait le plaisir de rester avec nous. On commence avec vous, Camille ? Le mot de la fin, ce serait pour moi, on va dire, un message d'espoir, puisque je reviens là des universités du tourisme durable qui avaient lieu à Aix-les-Bains la semaine dernière. Donc il y a une grande communauté des acteurs du tourisme engagés et convaincus. D'ailleurs, j'encourage le plus de monde possible à y aller chaque année. En fait, quand on a des fois des coups de mou en se disant à notre échelle, est-ce que ce que l'on fait, ça contribue réellement à la transformation de notre branche ? Quand on va là-bas, on se rend compte que l'action de chacun compte, clairement, dans la vie de tous les jours comme dans nos vies professionnelles. Et je me dis qu'on a vraiment une carte à jouer à aller plus vite et plus loin dans la transition. Donc voilà, c'est un beau message d'espoir. Merci Camille, avec effectivement le témoignage d'une glaciologue prénommée Heidi qui a été extrêmement appréciée et revéhiculée sur les réseaux. Hubert, de votre côté, un témoignage, une expérience, quelque chose que vous avez envie de partager pour conclure cette table ronde ? Absolument. C'est pour moi le facteur clé dans notre secteur d'activité, tourisme, hôtellerie, restauration et événementiel, c'est que quels que soient les outils techniques que l'on utilise et ceux que nous avons nous apporté l'innovation, c'est que la base de notre métier, ça reste l'humain. C'est la relation humaine qui prime, c'est celle qui fait que derrière, on est heureux ou pas heureux. Et c'est celle-là qu'on doit véhiculer à l'intérieur de l'entreprise et vis-à-vis naturellement de notre clientèle. Et il faut l'intégrer avec nos fournisseurs. C'est vraiment une chaîne commune. Et on est sur un secteur dans lequel l'humain, c'est pour moi l'élément fondamental. Maxime, même punition. Peut-être, donc si je rebondis sur ce qu'a dit Hubert, c'est l'humain avant tout. J'ai conclu tout à l'heure par l'intelligence artificielle. Tu as rebondi dessus en disant oui, ça va remplacer des métiers évidemment, mais derrière, il faut la contrôler. Il faut qu'il y ait du monde aussi pour justement valider ce qu'est en train de dire l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça passe par l'humain. On ne peut pas tout faire par l'IA. Et donc, il ne faut pas en avoir peur, il faut l'utiliser intelligemment. Et voilà, c'est ce message que je veux faire passer. C'est n'ayez pas peur de l'IA, elle est là pour nous aider, nous accompagner et nous faire gagner du temps. Merci, et on conclut avec Daniel. Alors Daniel, je sais que tu avais un petit coup de gueule sur le tourisme. J'avais un coup de gueule, mais je vais rester sur l'humain. Moi, je fais beaucoup confiance aux citoyens pour qu'on va sauver cette planète. De toute façon, on n'a pas le choix. Je fais confiance beaucoup à l'humain. Et j'étais très agacé cet été par le bad buzz médiatique, et je sais très bien, étant SNCF, ce que c'est que le bad buzz médiatique, autour de, en plus, quand ça vient du Parisien, qui balance le truc, surpopulation touristique. En gros, il n'y a que les riches qui ont le droit de partir, ou les bobos qui ont le droit de partir où ils veulent, et eux, ils font des trucs bien. Et là, je suis scandalisé. Et je pense que celui qui écrit ça, il ne sait pas ce que c'est que la valeur humaine. 2, il ne connaît pas l'Occitanie. Et 3, je pense, il faut qu'il sorte de Paris pour raisonner autrement. Voilà, je finirai là-dessus parce que je trouvais que c'est des procès d'intention un peu trop faciles. Et on le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs qui mouillent la chemise. Il faut faire confiance aux citoyens. Il faut faire confiance aux jeunes. Et à nous d'accompagner tout ça et de couper net quand on a ce débat qui a duré tout l'été, qui était un peu nauséabond, moi je trouve, et qui était complètement stérile.
Très bien, bien, merci pour cette conclusion. Merci à vous quatre pour avoir pris de votre temps pour venir témoigner ici.